On va parler de Smart City avec vous, messieurs. Antoine Coroller, président du syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère, et Emmanuel Richoux, directeur de l'agence Eiffage Énergie Système de Morlaix. On va parler notamment de ce Finistère Smart Connect, c'est ça, hein. Vous avez travaillé tous les deux dessus ensemble? Oui, alors Antoine Corla, donc je suis le président du SDEF, syndicat départemental d'énergie et d'équipement, comme vous dites. Alors le SDEF, c'est un syndicat qui regroupe l'ensemble des communes du Finistère, à l'exception de Brest Métropole, et qui est donc autorité organisatrice de la distribution électrique. Parce que les réseaux électriques, comme vous le savez, appartiennent aux collectivités. Elles sont regroupées entre elles pour avoir un contrat de concession avec Enedis, qui est l'exploitant du réseau. Donc, ayant effectivement, en tant que maire, vu la rupture numérique qui peut exister entre les différents territoires, et notamment le développement inéluctable des objets connectés, je me suis dit qu'il fallait peut-être qu'au niveau du syndicat d'énergie, comme on a la compétence de plus en plus assumée également, assurée par le SDEF pour tout ce qui concerne l'éclairage public, puisqu'aujourd'hui on gère à peu près 4000 armoires et à peu près 85 000 points lumineux, il fallait donc essayer de voir aussi quelles pouvaient être les possibilités d'évolution de la gestion de l'éclairage public, notamment pour rentrer dans le cadre des réductions de consommation énergétique et en même temps du pilotage. Donc partant de là, on s'est dit pourquoi, à partir du moment où on fait une couverture départementale, puisque effectivement dans l'ensemble des communes du Finistère, cette compétence est assurée par le SDEF, pourquoi ne pas utiliser le réseau de collecte, qui est basé sur un réseau LoRa, qui est à bas débit, pour pouvoir proposer d'autres services. Donc nous avons travaillé pour pouvoir faire un cahier des charges qui prenait effectivement un certain nombre de services publics de la collectivité, des collectivités, pas seulement des communes, mais également des EPCI qui ont un certain nombre de compétences à leur charge, notamment je pense à tout ce qui concerne la répuration et la gestion des déchets et notamment les points d'apport volontaires. Nous avons également, bien sûr, dans la partie bâtiment que nous avons beaucoup développé. Alors aujourd'hui, ça a pris en plus de l'acuité avec notamment les capteurs d'analyse d'air et notamment du CO2 pour pouvoir offrir également ce service dans les territoires qui sont aujourd'hui équipés et qui sont couverts par le réseau. Donc voilà, c'est un petit peu l'origine. Et je me disais que les campagnes, et notamment les petites communes, pourraient bénéficier d'un service et d'objets connectés pour ne pas rester en dehors de la Smart City, des territoires connectés. Donc voilà, on est parti sur un système qui est vraiment un système mutualisé, de façon à mutualiser les coûts également entre les communes et les EPCI et le SDEF pour apporter un certain nombre de services qui autrement coûteraient beaucoup trop cher par rapport à un développement au niveau de chacune des EPCI. Ce sont des briques, les Smart Cities finalement, qu'on ajoute les unes aux autres pour essayer de moderniser, effectivement de mutualiser le plus possible ces services. Emmanuel Richoux, vous, quelle a été votre mission précise? Alors en fait, dans ce projet-là, nous, en voyant le SDEF se lancer en fait dans ces sujets de la Smart City, on se connaît déjà sur des métiers beaucoup plus historiques qui sont le développement de réseaux d'infrastructures, de maintien en condition donc de fonctionnement de tout ce qui est éclairage public et autres. Donc c'est des relations qu'on avait déjà, et de voir un virage comme ça sur cette transition énergétique opérée par un acteur comme celui-là aussi important, et on a suivi tout de suite le mouvement. Et donc notre rôle en fait a été de pouvoir concentrer toutes les compétences qui étaient déjà les nôtres en matière donc de développement sur le terrain, en matière aussi d'informatique, de développement d'infrastructures et de logiciels, d'applications sur ces sujets-là, pour pouvoir mettre à disposition ces compétences vers un projet comme celui du SDEF. Justement, il y a assez de compétences aujourd'hui pour développer ces Smart Cities en France. Oui, je pense que les compétences existent. Par contre, effectivement, c'est souvent le projet qui manque parfois de structuration. Je pense qu'ici, on est parti sur un projet que je considère comme étant un projet global, où sur la même plateforme, vous avez accès à toute la totalité pratiquement des services publics assurés par les collectivités. Alors c'est vrai qu'ici, on s'adresse uniquement aux collectivités, on ne s'adresse pas aux particuliers. Donc on a donc effectivement ces services-là qui peuvent ensuite s'étoffer, puisqu'il y a des différentes briques métiers qui peuvent se rajouter. Mais une des caractéristiques, c'est ça, on a le réseau, on a tout ce qui concerne le développement des logiciels, le stockage des données qui nous est propre, qui est stocké sur des serveurs qui nous appartiennent. Donc on a voulu maîtriser la totalité de la chaîne de façon à ne pas être
entre guillemets, dépendant d'un opérateur qui, vous savez qu'on est soumis au marché public, donc Oui. on pourrait très bien être amené à changer de prestataire un jour. Donc on a préféré effectivement avoir la maîtrise de l'ensemble de la chaîne, de façon à garder notre indépendance par rapport à ça, quoi. William Allaire. Oui, vous avez partiellement répondu à la question que je vais vous poser. C'est-à-dire, effectivement, les opérateurs proposent des systèmes, des logiciels, des gros systèmes qui peuvent parfois être verrouillants pour le maître d'ouvrage qui se retrouve otage d'un système et qui ne peut pas faire muter. Donc comment vous avez géré cette... Nous déjà, en tant que réponse par rapport au cahier des charges qui avait été émis, l'idée c'était justement d'avoir un système le plus ouvert possible, déjà pour ne pas se fermer la porte vis-à-vis des différents industriels qui pouvaient répondre sur le projet et qui pouvaient travailler avec nous en termes de capteurs, en termes d'infrastructure. Donc c'était le plus ouvert possible. Et la volonté du SDEF d'être sur une infrastructure qui est propriétaire, aussi bien sur les applications que sur le réseau en lui-même, ça nous obligeait aussi en tant qu'intégrateur à faire en sorte d'être le plus ouvert possible. Et en effet, si demain le syndicat départemental veut pouvoir ouvrir la porte à différents industriels ou autres opérateurs, c'est tout à fait possible. Mais ça permet aussi d'être un vrai accélérateur du déploiement de ce genre d'infrastructure-là et de ne pas justement être concentré que sur une seule et même force. Et une autre question on en parle un petit peu à l'occasion des élections, on parle des problèmes de cybersécurité. Est-ce que c'est un système qui est sécure ? Il y a de la donnée ? Alors c'était effectivement une des prérogatives fortes que j'ai souhaité mettre dans le cahier des charges. Et j'espère qu'on a toutes les compétences pour pouvoir le faire et l'assumer. Même on voit les grands groupes parfois qui sont attaqués, donc on ne peut pas dire qu'on peut être infaillible. Mais c'est vrai qu'on a pris le maximum de précautions avec des firewalls, etc. En effet, c'est une infrastructure dès qu'elle a été mise en service, a été attaquée, et donc avec une cyberattaque qui est pratiquement systématique sur ce genre de système. Mais en effet, on a fait en sorte que l'infrastructure justement puisse parer à tout ce type d'attaque, qui n'est pas d'ailleurs forcément issue que de secteurs un peu locaux. Hein, c'est des attaques au niveau international. Donc on peut en effet le gérer et protéger l'infrastructure par rapport à tout ça. Oui. On a vu l'exemple tout à l'heure dans la chronique d'Églantine de Songdo en Corée du Sud, de Masdar aux Émirats Arabes Unis. Bon là, évidemment, c'est toujours d'une autre ampleur, mais est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il sera possible à un moment d'avoir une Smart City complète, entière? Parce que là, on a l'impression que ce sont des exemples un petit peu pour fasciner le monde. Est-ce que la France peut aller aussi loin dans la connexion, dans l'avenir de la ville? Alors, je crois que ça dépend sur quel tableau on se place. Je pense qu'il y a différents systèmes. Nous, on est parti, comme je le disais tout à l'heure, sur les services publics qui sont essentiellement en réseau. Oui. Et qui ne concernent pas beaucoup la mobilité, sauf peut-être la mobilité douce, et notamment les éco-compteurs qu'on pourra éventuellement rajouter en termes de briques logicielles. On n'est pas trop parti sur la voiture autonome ou sur la gestion des bâtiments, entre guillemets, qui soient des privés ou des immeubles. Donc on s'est vraiment spécialisé sur notre cœur de métier, qui est effectivement les services publics locaux. Mais ce qui est rassurant, c'est que c'est fait justement petit à petit et que c'est testé et ça y est, ça marche. Alors c'est vrai qu'on a voulu d'abord, avant de vouloir effectivement le promouvoir au-delà de l'ensemble des collectivités, notamment des partenaires qui sont les EPCI ou les communes, fiabiliser le dispositif. C'est pour ça qu'on est parti sur un territoire qui concerne l'île d'Ouessant et puis une communauté de communes à la pointe du Finistère pour tester de façon à ce qu'on puisse assurer le bon fonctionnement de l'ensemble du système. Donc voilà. Mais par contre, je pense qu'il est transposable facilement. Mais parce que par derrière, justement, on voit par exemple sur le taux de remplissage des bennes d'apport volontaire. Oui. Ça permettra de rationaliser les tournées. Mais c'est vrai que c'est aussi un changement de conduite vis-à-vis d'un service. Et aujourd'hui, on s'est aperçu que globalement, on ramassait les conteneurs de verre 2 fois trop souvent. Donc on pourrait aussi rationaliser tout ça, donc économiser du carburant. Et aujourd'hui, avec le prix de l'envolée des prix, de la même façon au niveau de la gestion des bâtiments, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gestion de bâtiments qui n'étaient pas bien faite, où le chauffage restait le week-end alors qu'ils étaient inoccupés. Aujourd'hui, avec les tableaux de bord qu'on a, on peut rationaliser tout ça et c'est des économies d'énergie derrière. Donc oui, il y a des économies, même si les données consomment de l'énergie, on le disait tout à l'heure, mais il y a d'autres économies qui sont générées. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile à les évaluer,
mais on aura bientôt suffisamment de recul pour pouvoir justement les évaluer et du coup montrer aux collectivités qu'ils ont tout à fait gagnant en utilisant ce procédé, quoi. On va en parler de ce modèle transposable. Mais vous, quand vous avez travaillé sur ce projet dans le Finistère, où avez-vous pris vos idées, l'un comme l'autre? D'ailleurs, Emmanuel Richoux, est-ce que vous avez regardé ailleurs quels étaient les systèmes qui fonctionnaient le mieux, ou est-ce que vous avez monté tout vous-même, par exemple? Alors, on a monté beaucoup de choses entre guillemets nous-mêmes, notamment pour tout ce qui est interface graphique, pour tout ce qui est choix des capteurs et de ce qu'on allait intégrer sur le système. On s'est aussi, on a mis ensemble en place un système de partenariat et on a monté un groupement donc pour répondre au projet avec des partenaires locaux au niveau du territoire, parce que finalement sur le territoire breton, on a déjà beaucoup de compétences de présente. Oui. Donc, on a travaillé avec des entreprises comme Sensing Vision, comme Dolmen, comme Quant aussi qu'on a intégré au groupement pour tout ce qui est gestion de la donnée personnelle. Donc en fait la construction a été assez forte en fait sur ce partenariat-là qu'on a mis tout de suite au départ au service de la réponse vis-à-vis du SDEF pour justement aller chercher les bonnes idées déjà de choses qui avaient déjà été développées. Oui. Par des entreprises avec lesquelles nous, groupe à dimension plutôt nationale et internationale, on n'avait pas forcément l'habitude d'intégrer des startups ou des gens un peu plus justement en mode agile sur des sujets de transition énergétique. Donc voilà, ça a été un des sujets forts au niveau de la préparation du projet, c'est d'intégrer des nouveaux systèmes comme cela et de faire une réponse unique sur un projet commun. Antoine Coroller, je vous adresse la même question finalement. Est-ce que vous avez regardé ailleurs? Est-ce que vous avez copié sur certains voisins? Je suis, le syndicat, le SDEF, donc, est adhérent à la FNCCR. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Et donc, il y a effectivement un volet, qui concerne le numérique, dans lequel je suis relativement actif. Et donc, on a un petit peu le panel de ce qui existe en France. Et donc, je me suis un petit peu inspiré, sans m'inspirer, mais en disant, on a aujourd'hui les métropoles comme Angers, Dijon, etc., qui sont lancées rapidement sur tout ce qui concerne justement la ville connectée. Et on s'est dit, soit effectivement on accepte que ça soit réservé qu'aux métropoles, soit nous, est-ce qu'on a des usages qui peuvent aussi être utilisés dans nos communes, si petites soient-elles. Donc c'est parti de cette réflexion-là en disant, ben voilà, pour qu'il n'y ait pas de fracture numérique dans les petites collectivités, même les collectivités moyennes. Je prends Quimper, c'est une ville qui fait 70 ou 80 000 habitants, mais qui n'a pas obligatoirement tous les moyens pour pouvoir aussi développer ces différents procédés. Sachant qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est quand même sur des plateformes qui sont mutualisées. Donc ramener à l'échelle de chacune des communes, ça coûte pas très cher, alors que si on développe son propre système, ça peut coûter très très cher, quoi. Et donc c'est un petit peu l'objet du syndicat. Le syndicat, il mutualise un certain nombre de choses sur l'électricité, sur tout ce qui concerne la gestion de l'éclairage public, sur plein de choses. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un réseau numérique d'objets connectés au service des collectivités. Et quelle est la suite? Quelles sont les briques que vous allez ajouter? Alors, on est parti donc d'abord sur tout ce qui concerne la gestion des déchets, sur l'éclairage public, sur la partie bâtiment, je l'ai dit, je crois, tout ce qui est lié donc du coup au contrôle de l'ambiance des bâtiments, à la chaleur, la température, l'humidité, le CO2. On peut aussi mettre des capteurs de pollution d'air extérieur. Après, on a d'autres. Qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi la gestion du stationnement. La gestion du stationnement qu'on va mettre en place. Alors pour le moment, ça va démarrer d'ici quelques semaines. On touche à la mobilité. Là, vous disiez tout à l'heure, vous n'y aviez pas touché. Là, on s'y dirige quand même. Si on est sur le stationnement, derrière, on est sur la mobilité. Oui, c'est la mobilité, mais c'est plus la gestion des places de stationnement. Oui, effectivement. Mais enfin, après, vous serez tenté. Hein. Voilà, c'est ça. Mais on n'est pas sur la voiture autonome. Oui, en effet. Mais c'est ça, après, c'est ce que ça entraîne finalement. C'est un petit peu le risque, une fois qu'on a mis le doigt dedans. Vous allez continuer comme ça pendant... Disons qu'au fur et à mesure en fait, que les plateformes sont mises en place, que les cas d'usage en fait, qu'on a intégrés dans le projet commencent à gagner en expérience, justement, ça permet aussi de montrer des éléments assez concrets aux différentes communes et aux différentes collectivités qui du coup voient des choses concrètes et puis tout de suite ça répond à des attentes. On parle de qualité de l'air, de tout ce qui est CO2 dans les bâtiments et donc en effet après sur des sujets stationnement, sur des sujets météorologiques, des nouvelles briques qui viennent s'ajouter et qui vont aussi s'intégrer tout ça. Une autre que je n'ai pas rajoutée ici, c'est les compteurs d'eau.
compteurs d'eau qui sont posés aussi, effectivement. Et là, du coup, on a un relevé quotidien, si on peut dire, des consommations, avec éventuellement la détection des fuites. Donc là, c'est des applications qui sont effectivement effectives. Hein. Ben, par contre, c'est vrai qu'il faut profiter du renouvellement des compteurs pour pouvoir avoir des compteurs connectés. Mais ça marche très très bien, ça aussi. William Heller. Il y a quand même une forme de renversement du fonctionnement de la commande, c'est-à-dire que c'est la solution qui vient nourrir le projet et non pas l'inverse. Le projet qui va chercher des solutions. Ça peut être le risque aussi, la limite. Oui, ça peut être un peu le risque. Mais en fait, si vous voulez, on est parti, comme je vous le disais tout à l'heure, de nos propres besoins, qui concernaient essentiellement l'éclairage public. Donc on s'est dit, partant de là, comme on fera une couverture départementale du réseau LoRa, on s'est dit, on rajoute des briques, puisqu'on a toute la partie concept, avec la partie logiciel, la plateforme de données, etc. etc. Donc voilà, mais on est très souple aussi, hein, je crois que. Et puis, bon, c'est quand même, on ne se rend pas compte, mais c'est un développement assez ambitieux, hein, quand on ramène ça avec effectivement l'idée de tout reconstruire en gardant la propriété de tout, parce qu'effectivement, sur étagère, on aurait pu trouver quelque chose qui aurait été peut-être plus rapide, mais du coup, on était dépendant de ce fournisseur-là à vie, quoi. Donc, l'idée, c'est ça, c'est pas non plus d'être indépendant, c'est aussi d'être indépendant. Bon, là, on s'adresse aux envieux, on va parler juste après. Est-ce qu'on a chiffré, est-ce qu'on peut savoir concrètement déjà ce que ça permet d'économiser, de créer, on peut appeler ça une smart city finalement? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas suffisamment de recul. Enfin, encore. On commence quand même à avoir un petit peu de recul par rapport à ça. Vous aviez fait des prévisions avant. Oui, on avait fait un petit peu de prévisions. Mais aujourd'hui, on considère, nous, que sur certains secteurs, c'est entre 20 et 30% d'économie quand même. Oui. Donc, c'est pas neutre. Notamment sur l'éclairage public. Alors, c'est vrai que l'éclairage public... on a plusieurs briques, si on veut. Hein. Oui. Par exemple, faire de la modulation, ou faire de l'abaissement de puissance, ou faire de la gradation, n'est possible économiquement que si on est déjà un équipement qui est très équipé de LED. Sur des lampes classiques, c'est plus compliqué pour mettre des variateurs, etc. Donc, alors, par exemple, moi, dans ma commune, tout est LED, 100% LED. Donc, on a fait de la gradation et on fait, suivant les zones, dans les lotissements, par exemple, on baisse à 50% à partir de telle heure. Et puis on éteint la nuit, dans d'autres secteurs on refait la variation, etc. Ouais. Donc on a plusieurs grades et on voit tout de suite les économies qu'on fait. Hein. Alors peut-être moins en termes financiers aujourd'hui, puisque le coût de l'énergie est en train d'exploser, mais il n'en reste pas moins que si on n'avait pas fait ça, on aurait encore été plus pénalisé. Quoi. Donc le retour sur investissement là-dessus est très rapide. Hein, très rapide. Par contre, c'est vrai que le parc globalement français au niveau de l'éclairage public, il est très très vétuste. Oui, c'est pour ça que certainement beaucoup de Je suis une des rares communes où on est à 100% LED. Voilà, vont avoir envie effectivement d'installer ce genre de projet. Merci à vous messieurs d'être venus nous en parler. Antoine Coroller, président du syndicat départemental d'énergie et d'équipement, et Emmanuel Richoux, directeur de l'agence Eiffage Énergie Système de Morlaix. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau.